Merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier les collègues pour ce débat extrêmement intéressant. Je crois que c'était une très bonne initiative de savoir quelles étaient les lectures des uns et des autres, même si elles ne sont pas totalement abouties. J'observe, que c'est bien souvent le cas dans les débats internationaux, qu'on emploie souvent les mêmes mots, mais on ne met pas les mêmes choses derrière. Et donc je voudrais revenir sur ce que j'ai pointé, alors non pas sur ce qui nous rassemble, mais sur ce qui fait semblant de nous rassembler, mais ne nous rassemble pas. Bon, d'abord, tout le monde invoque la liberté dans le marché intérieur. Je fais observer que comme il y a une subsidiarité totale du droit social, il n'y a pas de marché intérieur du travail. Il y a un marché intérieur des biens et des services, mais comme il n'y a pas les mêmes règles de travail, il est fallacieux de penser qu'il y a un marché intérieur du travail. Il n'y a pas de salaire minimum européen, il n'y a pas de congés payés européens, il n'y a pas de sécurité sociale européenne, il n'y a pas les mêmes charges sociales, il n'y a pas les mêmes modes de fonctionnement, donc on ne peut pas parler de marché intérieur du travail. Ce que l'on peut dire, c'est que dans un marché intérieur de biens et de services, il y a libre circulation des hommes et des femmes, et la possibilité de s'employer partout. C'est le cas. On peut s'employer partout, soit en tant que travailleur étranger, en France ou en Allemagne, sous statut français ou allemand, soit en qualité d'entreprise établie en France ou en Allemagne. Le droit d'établissement est très clair. Je le disais tout à l'heure, il n'est interdit à personne qu'une société de prestation de services internationale vienne s'installer en France pour proposer des travailleurs d'autres pays d'Europe. Et à ce moment-là, c'est aux conditions françaises. Il n'y a pas de distorsion de concurrence. Donc, la vraie question, puisqu'on n'est pas capable de faire demain matin l'Europe sociale, c'est-à-dire les mêmes normes pour tous, et qu'en réalité, aucun État membre n'en veut, puisque tous demandent la subsidiarité de leurs systèmes sociaux, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, le détachement de travailleurs, quand il est conçu comme un second marché du travail, où on propose des gens d'un pays à l'autre sans qu'il y ait tout à fait les mêmes conditions, c'est en réalité un facteur de déséquilibre du marché intérieur et de déséquilibre de la concurrence, indiscutablement. On pourrait même, me semble-t-il, faire un recours devant la DG Concurrence et ne plus traiter cette affaire aux affaires sociales, puisqu'on ne peut pas résister à une concurrence low cost. On n'a pas les mêmes règles du jeu. Demain, il peut venir aussi des gens d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, dans d'autres pays européens, moins chers, et qui fait que les entreprises de ces pays, que ce soit la Bulgarie ou la Pologne, chez elles, ne puissent plus résister à ça. Donc, Dieu merci, nous avons à l'intérieur de l'Europe des règles du marché intérieur et des règles de concurrence qui sont faites pour être plus efficaces, faire des services de meilleure qualité, mais qui ne peuvent pas s'entendre, me semble-t-il, par une concurrence au nivellement social le plus bas. Autrement, c'est distorsion de concurrence. Voilà. Donc, je pense que oui au marché intérieur, oui, tous les jours oui, oui à la concurrence, et non aux distorsions de concurrence artificielles qui ne sont pas basées sur des règles du jeu et des moyens équitables entre les différentes entreprises qui se font concurrence. Il me semble que c'est quand même ça la règle essentielle d'un jeu concurrentiel. Même règle, même charge, et que le meilleur gagne. C'est ça la concurrence. Ce n'est pas règles différentes, charges différentes, et que le moins cher gagne, parce qu'il y a des distorsions de concurrence. Donc je crois qu'aujourd'hui, la question du détachement, pas de tous les détachements, mais du détachement de placement, c'est-à-dire on prend des main-d'œuvre qui n'ont pas de travail constant et régulier dans leur pays, on les recrute pour les envoyer dans un autre pays parce qu'elles sont moins chères, dans un métier qui n'est même pas celui de leur entreprise d'origine, puisque c'est des entreprises d'intérim. C'est-à-dire qu'une entreprise d'intérim va récupérer un maçon quelque part, mais elle n'est pas elle-même entreprise de maçonnerie. Et donc je pense que le lien à la tâche de l'entreprise d'envoi et à son métier est un lien essentiel, parce que c'est ça le détachement. Le détachement, depuis le fond des âges et avant l'Europe, a toujours été lié à la tâche de l'entreprise qui détache. Et c'est parce qu'on a quitté ce lien, parce que c'est devenu du recrutement sur des marchés de travailleurs low cost pour les envoyer sur d'autres où effectivement on ne fait de la concurrence que par le travail low cost, et bien que le détachement est sorti de son lit et aujourd'hui nous crée des problèmes. Et nous crée des problèmes dans l'opinion publique.
ça entache tous les types de détachement. C'est très dangereux pour le détachement qui, je l'ai dit, et je l'ai précisé, est quelque chose de sain quand il accompagne le marché intérieur et les échanges de biens et services. Alors du coup, j'en reviens sur une deuxième notion où j'ai noté un flou entre nous sur la subsidiarité. Il y a un certain nombre de collègues qui pensent que la subsidiarité, c'est la souveraineté nationale. Non. La subsidiarité dans les traités, ça veut dire que le principe de subsidiarité s'entend que l'on traite un problème donné au niveau où il est le plus efficace de le traiter. Dans beaucoup de domaines, nous considérons que c'est au niveau national. Et dans beaucoup de domaines, nous considérons que la Commission européenne empiète inutilement sur les prérogatives des nations. Et donc on demande au nom du principe de subsidiarité qu'elle ne s'en mêle pas. C'est très fréquent. Mais dans d'autres domaines, qui sont des domaines supranationaux, comme par exemple, on le voit bien, quelle tristesse, l'immigration, les réfugiés. C'est terrible qu'on n'arrive pas à traiter ça à un niveau européen, que la subsidiarité fasse qu'il n'y ait pas une régulation européenne. C'est en train de faire exploser l'Europe. Eh bien, ces problèmes, parce qu'ils sont internationaux, parce que quand on les traite au plan national, ben chaque État commence à devenir concurrent de l'autre, parce qu'il y en a un qui... chacun essaie de voir ses intérêts. Eh bien, je veux dire, dans ces domaines-là, la subsidiarité, c'est de dire à l'Europe, c'est à vous de faire le travail. Eh bien, il me semble que sur la question du travail illégal, sur la question des travailleurs hypermobiles, la subsidiarité, c'est l'union. Ce n'est pas le traitement national. Nous sommes traversés, nous, en France, par des camions de toute l'Europe, avec des travailleurs qui sont payés, j'ai fait un contrôle routier, 191 € par mois, qui dorment la nuit sur les aires d'autoroute, parce qu'il y a la douche qui est dans la station-service. Voilà. Qui, en réalité, font du travail déguisé parce qu'ils gardent le camion en même temps le week-end, mais auxquels on ne donne pas le congé hebdomadaire, parce qu'ils sont loin, qu'on s'arrange comme ça. Voilà. Bon, nous sommes traversés par... eh bien, je ne sais pas gérer cette affaire française. Les Français ne savent pas la gérer tout seuls. Parce que si on dit non, eh bien, il y a des pays qui vont dire, mais attendez, mes camions, j'ai le droit d'y mettre les chauffeurs que je veux dedans, au prix que je veux, pour pouvoir aller en Espagne de Belgique ou aller en Allemagne d'Espagne. C'est bien là où il faut une régulation européenne. Donc je pense que la subsidiarité, je le dis, on est tous d'accord pour la subsidiarité, mais il faut qu'on essaie de convenir à quel niveau, sur ce problème, elle se situe. Moi, je pense que c'est au niveau de l'Union européenne. Enfin, sur la question des... Autre question qui a été très peu traitée en réalité. En France, nous payons notre sécurité sociale, c'est-à-dire nos retraites, nos soins de santé, nos soins d'hospitalisation, par des charges sur le travail. Plus il y a de travailleurs qui ne paient pas ces charges en France, moins nous sommes capables de financer notre système social. Est-ce que c'est justifiable? Est-ce que l'on peut justifier qu'à la limite, parce que c'est moins cher, eh bien, tous les travailleurs soient des travailleurs étrangers et qu'il n'y ait plus de système de sécurité sociale, si on pousse évidemment la caricature jusqu'au bout. Donc je pense que ça n'est pas possible et c'est un sujet que l'on ne peut pas évacuer. Le travail détaché massif, pas le travail détaché originel, celui qui revient à faire du placement de main-d'œuvre, c'est un travail aujourd'hui qui assèche les comptes sociaux. Je regrette que l'on n'en ait pas beaucoup parlé. Enfin, je voudrais terminer sur les transports. Sur les transports, la France a pris une législation unilatérale. Nous avons interdit, ce qui devrait l'être en Europe, que l'on prenne son congé hebdomadaire sur le lieu de travail de façon obligatoire. En d'autres termes, nous avons interdit que des chauffeurs de poids lourds soient obligés de rester dans leur cabine et de vivre dans leur cabine, parfois par 45 degrés à l'ombre. J'ai personnellement été sur beaucoup de sites de contrôle, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ils sont trop cher payés, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, pardon, et ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Et parce qu'on ne les met pas à l'hôtel, et parce qu'en réalité, on ne leur donne pas leur week-end. Voilà. On a beaucoup de difficultés, je rassure tous ceux qui sont favorables à ça, à le faire contrôler. Mais ce que je pense, c'est que sur le transport, il faut vraiment une législation européenne, parce qu'on a encore plus de difficultés à établir les détachements. Il s'agit de travailleurs qui franchissent des frontières plusieurs fois
par semaine, hein, et qui donc rendent la procédure de détachement très compliquée à établir. Et là, je pense qu'il faut des idées un peu nouvelles, comme celles qui ont été développées dans la marine marchande par l'Organisation maritime internationale et par l'OIT, de façon à ce que l'on trouve un modus vivendi et un socle minimum de droits sociaux de ces travailleurs hypermobiles qui franchissent des frontières à longueur d'année. Ça concerne les routiers, ça concerne aussi maintenant les travailleurs aériens. Voilà ce que je voulais dire et les conclusions que je voulais tirer, mais j'espère et je souhaite qu'on pourra continuer ce dialogue. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut réintervenir.